Coucou. Voilà. Je suis enfin là. Ok, super. Faire Flavie, la course apparemment pour toi aussi. Je rentre du travail là, je viens de m'asseoir. Alors, je viens de regarder les questions. En fait, je viens de voir le message. J'ai regardé quelques questions, mais on verra, je pense, après, de toute façon. Ouais. Et en fait, les questions portent un peu sur la même chose. C'est en gros, on a eu ce diagnostic de justement mutation MTHFR ou d'homocystéine élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça va être le sujet du live. Ouais, parfait. Je pense que déjà, ça va répondre à pas mal de questions parce que l'homocystéine et MTHFR, c'est vraiment des sujets qui sont hyper compliqués. On galère à les expliquer en consultation et parfois, des fois, on galère même à les comprendre nous-mêmes. Moi, j'ai compris depuis le temps, effectivement, quel était l'impact, et l'impact énorme, surtout que ça a en fertilité. Et je suis toujours assez surprise de voir à quel point ces analyses-là, on les demande pas assez. Et même parfois, quand on a, je sais pas, 5 ou 10 fausses couches, on n'a toujours pas un dosage de l'homocystéine. Mais moi, ça me rend dingue. Franchement, tu vois, je me dis, oh, mon Dieu, mais quel temps on perd, en fait. C'est vraiment dingue. Alors que une mutation, on va pas la changer. Mais par contre, l'impact de la mutation, on peut concrètement le contourner. C'est quelque chose qui est 100% contournable, facilement contournable. Et à un moment donné, je trouve qu'on laisse les gens aussi parfois dans un état de désespoir absolu, alors que finalement, ce serait assez simple de juste contourner le problème, de le doser et de le contourner. Et après, il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins redoutent les tests génétiques parce que la génétique n'est pas quelque chose de modifiable. Et ça, il faut le comprendre. Si vous avez une mutation MTHFR, vous l'avez à l'instant T, puis vous l'aurez toute votre vie. Et parfois, c'est difficile psychologiquement de se dire qu'on a une problématique génétique ou qu'on a une mutation génétique, même si cette mutation concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, vous allez voir que si vous faites des analyses génétiques, on va vous demander de remplir des formulaires des formulaires de consentement, comme quoi vous consentez. Tu l'as fait, toi, peut-être, hein, justement, Fanny? Oui, j'avais fait le cariotype, moi, donc... Tu l'as fait, hein, ce formulaire de consentement et ce test, hein. Oui. Et du coup, ça fait même un peu peur, en fait, quand on le fait, parce que, voilà, on doit dire oui, je consens à avoir, à connaître une valeur qui peut être impactante toute ma vie et tout ça. Et c'est la réalité quand on a une valeur de génétique. C'est une valeur qu'on aura toujours. Pour autant, il faut pas avoir peur de la faire parce que c'est vraiment quelque chose qui se contourne très, très bien. Donc, du coup, il n'y a pas trop de soucis. Bon, on est rentré un peu vite dans le sujet, du coup. Est-ce qu'on peut... Vas-y. Du coup, pour les filles, parce qu'il y en a toujours des nouvelles qui nous connaissent pas, qui vous connaissent pas, du coup. Est-ce que, du coup, vous pouvez vous représenter rapidement pour celles qui découvrent pour la première fois Adva et Virginie? Parler. Je commence moi. Alors moi je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste. Ça fait une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans que je consulte. J'ai dirigé aussi pas mal de temps le premier centre de micronutrition en Suisse. Moi je suis passionnée par la micronutrition et j'ai été très vite passionnée par les situations d'infertilité parce que j'aime bien les situations médicales complexes. Je trouve que ça pousse la réflexion énormément et en fait, l'infertilité, pour moi, c'est un des sujets les plus complexes parce qu'il y a deux personnes, c'est des situations de santé pour la femme en général qui portent sur beaucoup de systèmes, hein, que ce soit différents systèmes hormonaux, le système immunitaire, le système vasculaire, les carences, enfin ça porte sur une combinaison de systèmes. On a l'impression que c'est assez simple au final d'avoir une grossesse, mais c'est une énorme adaptation du corps. Et du coup, voilà, moi j'ai toujours trouvé le sujet passionnant. Et c'est quand j'ai eu moi-même mes enfants en fait que je me suis dit que je me sentais je me culpabilisais un petit peu par rapport au couple en situation d'infertilité que je suivais et j'ai eu envie d'aller plus loin et du coup c'est pour ça en fait que j'ai créé Fertiline avec Adva. Et Fertiline, c'est une société dans laquelle on a créé des programmes en fait qui visent à agir sur les situations d'infertilité et on a créé ces programmes pour qu'ils soient gérés par une intelligence un petit peu plus high level que l'intelligence humaine. Pas qu'on nous attribue une intelligence limitée, mais moi en consultation j'arrive pas à prendre en compte un immense nombre de paramètres et le problème c'est que l'infertilité
c'est un immense nombre de paramètres. Et ça, on peut pas le faire, en fait, tout bêtement avec un cerveau humain. Même avec le meilleur cerveau humain, on n'y arrive pas. Moi, j'avais besoin d'un outil de soutien, j'avais besoin d'un algorithme de soutien. Je l'ai créé. Ensuite, cet algorithme, il a été enrichi par ADVA, par des médecins, par des pédiatres, par des médecins spécialistes de la PMA, par des médecins gynécologues. Enfin, donc, on a, par des psychologues aussi, on a enrichi vraiment l'algorithme un peu tous ensemble. Et l'idée, c'était d'avoir un outil super performant qui nous permette d'accélérer, en fait, la prise en charge des situations d'infertilité, puis de donner une grosse impulsion en travaillant vraiment sur le mode de vie et de façon personnalisée. Parce que dans beaucoup de situations de santé, et encore plus dans l'infertilité, moi je pense que les conseils généraux servent pas à grand chose. Il y a quelques lignes directrices, mais en réalité, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir des orientations individuelles, personnelles, quoi. Oui. Voilà. C'est un peu ce qu'on a créé avec ça. Et voilà, ça fait un an et demi que je suis active officiellement dans Fertiline. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'on a commencé ce projet, parce qu'on l'a commencé en réalité il y a 2 ans presque. Plus de 2 ans en fait, ouais, plus de 2 ans, mais en silence. Silencieux, qui aujourd'hui sont tous parents d'ailleurs, on le souligne quand même. Alors quelqu'un qui pose même la question, quel est le sujet? Alors le sujet, on va le redire, puis après je vais me présenter. Le sujet, c'est l'homocystéine et les mutations MTHFR. Et puis Virginie va nous expliquer exactement ce que ça veut dire MTHFR. Et même l'homocystéine, ben voilà, on va... ouais. Et l'homocystéine d'ailleurs aussi, 2 noms très compliqués. Et puis j'ai commencé par me présenter, donc Adva Groneman. J'ai eu moi-même un parcours d'infertilité il y a quelques 8 ans. Je suis allée à l'étranger pour faire mon traitement, parce que la situation en Suisse n'est pas idéale. Et de ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lacunes en français. Enfin, à l'époque, il y avait très peu de ressources en français par rapport à la PMA à l'étranger. Donc, j'ai créé un site qui s'appelle Art Fertilité, MaFiv Art Fertilité. Et j'ai commencé à suivre des couples qui allaient à l'étranger pour faire des traitements, dont d'ovocytes, FIV, etc. Et puis, des super bonnes cliniques, que ce soit en République tchèque, en Espagne, au Portugal. Et puis, il y a quand même un constat qui est arrivé, c'est que malgré de suivi avec des très bons médecins, il y avait toujours une limite, en fait. Il y avait à chaque fois des parcours où on n'avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse. C'est là que je me suis pas mal renseignée, surtout aux États-Unis, où là, ils sont un peu plus en avance que nous sur certaines choses, et par rapport à la micronutrition, notamment. Et j'ai trouvé plein de choses intéressantes, mais de nouveau, c'était tout en anglais, il me fallait une spécialiste. Et j'ai eu Virginie, spécialiste de la micronutrition, nutrition, etc. Et puis le destin fait qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans sur Instagram, donc merci Instagram. Et en fait, on habitait la même ville, donc mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, on a eu l'envie de créer des programmes qui permettent de soutenir les couples dans leur projet de conception, que ce soit en PMA ou une conception naturelle. Et puis, en plus d'aider les couples en situation d'infertilité, notre but aussi, c'est en fait de préparer en fait la conception pour donner la meilleure impulsion à l'enfant, parce qu'on travaille avec le professeur Simoni, qui est un pédiatre et chercheur en épigénétique. Et ces recherches montrent que tout ce que les gens font, le couple fait, donc l'homme et la femme, entre 3 à 6 mois avant une conception et pendant jusqu'aux 2 ans de l'enfant, mais encore après, mais disons que c'est une période qu'on appelle période d'opportunité ou période fragile, ça dépend de quelle vision on a, et bien un impact sur la santé future de l'enfant. Et pour nous, au-delà du fait d'aider les couples qui avaient du mal à avoir des enfants en hypofertilité, notre but, c'est de les aider aussi à avoir un projet où, pour une fois, ils aient quelque chose en plus que les autres. C'est-à-dire pour une fois, ils étaient en avance sur les autres, en pouvant préparer en fait leur conception et en ayant toutes ces informations qui sont très connues au niveau médical, l'épigénétique, l'influence de tout ce qu'on fait avant, etc., mais pas encore pratique et pas encore redescendu jusqu'aux personnes. Et c'est aussi un des buts de Fertilité. Voilà. Voilà. Donc, non, moi, c'est bon. Voilà, donc en fait, on va parler
Et juste pour ajouter un truc, en fait, alors moi, une de mes spécialités aussi, c'est la biologie nutritionnelle. En fait, c'est d'aller rechercher dans des analyses biologiques quels sont les facteurs du mode de vie qui peuvent, par exemple, embêter un processus d'implantation, déséquilibrer l'immunité. Donc, dans la biologie, dans les analyses sanguines ou les analyses salivaires ou urinaires, il y a plein de marqueurs différents. Et ce qu'on appelle la biologie nutritionnelle, c'est vraiment des marqueurs comme, par exemple, l'homocystéine, la CRPUS, le HOMA, des marqueurs très spécifiques que vos médecins ne vont pas forcément rechercher parce que c'est très spécifique à la fertilité, très spécifique à la nutrition. Et en fait, l'idée de ces lives, c'était de vous présenter un petit peu toutes ces analyses de biologie nutritionnelle qui sont des éléments que vous pouvez peut-être aller rechercher dans votre cas et qui peuvent vous amener un plus, qui peuvent vous permettre d'accélérer votre projet, de gagner en fait en efficacité dans votre projet de conception. Et ce que j'aime aussi dans la biologie, c'est le côté très cartésien, de se dire on comprend finalement pourquoi un mécanisme ne marche pas, on se donne les moyens de l'améliorer, puis ensuite on peut aller contrôler qu'il est amélioré ou non. Parce qu'évidemment, on va parler de l'homocystéine ce soir, je vais vous parler du dosage de l'homocystéine, à quoi ça sert, tout ça. Mais il est bien évident que quand on dose un marqueur qui est censé évoluer, on peut aussi mesurer son évolution. C'est-à-dire qu'on le dose une fois, puis on voit. Et en fait, s'il n'est pas bon, on va essayer de l'influencer et puis on va le redoser. Et quand on va le redoser, on va observer si le travail qu'on a fait a été un travail efficace ou non. Et ça, c'est super important parce que déjà, ça permet de reprendre confiance aussi dans un processus qui est difficile comme la PMA où en général, on a un schéma de perte de confiance qui est assez important. Et quand vous commencez à voir que vous avez des marqueurs qui s'améliorent, que vous avez une homocystéine qui va mieux, bah c'est cool parce que ça veut dire que tout votre équilibre de l'ADN va mieux, en fait, et que le potentiel aussi de division de votre embryon, il est meilleur. Et donc, en fait, on gagne. Vraiment, on gagne. Et moi, j'ai vu plein de couples qui avaient des schémas de PMA qui étaient en fin, entre guillemets, de schéma de PMA catastrophique au bout de 7-8 ans de PMA où finalement on faisait des ponctions pour avoir un embryon ou des fois pas d'embryon avec des schémas psychologiques qui étaient vraiment très très compliqués derrière et en fait en améliorant des facteurs comme l'homocystéine, ça permet parfois de passer de 1 à 3 embryons. Et c'est un gap énorme parce que quand vous avez 3 embryons, ça veut dire 3 potentiels chances de grossesse. Et enfin, tu vois, toi, Flavie, tu vois ce que... Si je peux passer de 1 à 3, je serais ravie. C'est clair. Et finalement, tu doubles ou tu triples la quantité d'embryons qui sont tout à fait de meilleure qualité. Bah, finalement, tu te dis, ouais, là, on a fait un super travail et ça valait le coup. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'avais envie de vous parler de l'homocystéine et de MTHFR parce qu'on en entend beaucoup parler en fertilité. Ce sujet-là, il est complexe. Et en fait, maintenant, ceux qui commencent à me connaître savent que j'aime bien aborder les trucs complexes. Donc, ça tombe bien. Alors, je vais commencer en fait par MTHFR parce que c'est la base et ensuite on va comprendre le schéma au niveau de l'homocystéine et pourquoi on va chercher ces choses-là en fertilité. Alors déjà, l'analyse MTHFR, c'est une analyse génétique qui porte sur un gène. Et vous savez que nos gènes codent pour plein de systèmes. Dans notre corps, on a des gènes qui codent pour des cancers, des gènes qui codent pour des fonctions, pour plein de choses. Et en fait, le gène MTHFR nous intéresse en fertilité parce que c'est un gène qui influence le fonctionnement d'une enzyme. Et cette enzyme s'appelle donc MTHFR, méthyltétrahydrofolate réductase. Je vous aurais appris des noms très techniques ce soir, mais donc cette enzyme MTHFR, elle a un rôle énorme parce qu'en fait, elle prend l'acide folique classique qu'on a dans le corps, qu'on amène par l'alimentation ou qu'on amène quand on a un projet de conception parce que vous savez, quand vous avez un projet de bébé, première chose que vous dit au gynécologue, prenez de l'acide folique. Très bien. Prenez de l'acide folique. Donc, si vous prenez de l'acide folique ou des folates classiques, vous amenez de la vitamine B9 non active, non méthylante. Et ça, c'est un sujet très important. On va parler de la méthylation derrière, mais l'acide folique classique n'est pas actif puisqu'il n'est pas capable d'aller méthyler, en fait. Et donc, cet acide folique va être pris en charge par cette enzyme qui s'appelle MTHFR. Et MTHFR va transformer l'acide folique en 5 MTHF. Alors, ça change tout. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. Le 5 MTHF, c'est le 5-méthyltétrahydrofolate, c'est-à-dire que c'est un acide folique actif
puisqu'il est méthylé. Il va contenir des groupes qu'on appelle les groupes méthyles. Et à quoi ça sert les groupes méthyles? Alors Flavie, est-ce que tu sais à quoi ça sert les groupes méthyles? Non, je n'ai pas bien révisé ma leçon. Non. Donc, en fait, on reprend. L'acide folique, il est transformé par l'enzyme MTHFR en 5-méthyltétrahydrofolate en forme active donc de l'acide folique. Et cette forme active de l'acide folique, elle a comme des petites pépites d'or qui s'appellent les groupes méthyles. Et ces groupes méthyles sont des molécules qui vont stabiliser notre ADN. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est-à-dire qu'un acide folique classique non activé, non actif, ne stabilise en aucun cas l'ADN. Une fois qu'il est activé, son job, ainsi que la vitamine B12 par exemple méthylée, leur job, ça va être d'amener des groupes méthyles qui vont en fait pincer en quelque sorte l'ADN pour le stabiliser pendant qu'il se duplique, pendant qu'il se divise, qu'il se copie. Et là, ça prend tout son sens parce que en fait, la reproduction porte sur des phénomènes de division cellulaire. Au niveau de l'embryon, c'est qu'un embryon, alors pas que au niveau de l'embryon, au niveau de l'ovocyte, parce qu'un ovocyte, hop, on sort une petite ovogonie comme ça, on va la diviser pour en faire plein. Et ensuite, ça va faire des follicules. Et puis, ces follicules, il va y avoir un triage. Les moins bons vont être éliminés. Puis, on aura un follicule final. Mais pensez bien qu'à chaque fois qu'un ovocyte se divise et qu'il en fait plein d'ovocytes, on a ces phénomènes de division cellulaire, c'est-à-dire que l'ADN se déplie, va se copier, va se replier, va se déplier, va se copier, va se replier. Et si on n'a pas de groupe méthyle, eh ben, on a un ADN qui casse. Ouais. Et tout simplement, si l'ADN casse, ben, on se retrouve à la fin avec un follicule qui contient un ovocyte. Et dans l'ovocyte, on va avoir un ADN, mais tout cassé, comme si vous aviez un carton de vaisselle, en fait. Puis à l'extérieur, vous voyez pas que c'est cassé, mais à l'intérieur, c'est tout cassé. Ce qui veut dire que cet ovocyte, il a un potentiel de division qui est complètement altéré, parce qu'en l'occurrence, quand il va être fécondé, il va pas pouvoir se diviser très longtemps, parce que l'ADN est trop fragile. Idem pour les spermatozoïdes. C'est-à-dire que les spermatozoïdes, à la base, on a une spermatogonie qui est acquise pendant la phase intra-utérine. Donc, c'est quand l'homme est dans le ventre de sa maman qui produit ses premières spermatogonies. Et ce stock de spermatogonies, à l'âge adulte, en fait, à l'âge reproductif, va se diviser en permanence, va se multiplier en quelque sorte pour créer des millions et des millions de spermatozoïdes. Et donc là, on imagine bien que les processus de division cellulaire, ils sont super intenses aussi. Même principe, l'ADN, il se déplie, il se copie, il se replie, il se déplie, il se copie, il se replie. Il y a beaucoup d'étirements et en fait, voilà, de mécanique, de mouvement au niveau de l'ADN. Et si on n'a pas de groupe méthyle, eh ben, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, il casse. On a cette même vision du carton avec la vaisselle, en fait, cassée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a du matériel génétique qui est altéré et qui n'a pas un gros potentiel de survie. Donc, à la production des ovocytes, à la production des spermatozoïdes, il y a quand même une chose importante, c'est que si on n'a pas suffisamment de vitamine B9 active, suffisamment de vitamine B12 active, donc c'est-à-dire de méthylfolate ou de méthylcobalamine, eh ben, on risque d'avoir un ADN qui se fragilise et qui se fragmente, qui se décondense, qui s'abîme, en fait. Et puis ensuite, il y a l'autre phase. Il y a la phase où finalement, l'ovocyte est fécondé par le spermatozoïde. Et là, de nouveau, ça s'accélère. Mais ça s'accélère violemment. Parce qu'en fait, on va avoir un embryon qui commence à pulser et à se diviser. En 5 jours, un embryon, il produit 200 cellules. C'est énorme. On a un rythme de division qui est hyper intense. Et du coup, là, pareil, l'ADN qui est cette fois complet, parce que dans un spermatozoïde, en fait, on a un peu la moitié de la structure génétique, en quelque sorte. Et dans l'ovocyte, on a... Quand ils se mettent ensemble, on a l'ADN complet. Et là, l'ADN complet va se mettre à avoir un rythme de duplication, de copie, hyper intense. Et encore une fois, si là, on n'a pas de stabilisant de l'ADN, on risque de le casser. Et si ça casse, ça veut dire tout simplement que la division cellulaire s'arrête et qu'il n'y a pas de potentiel de développement pour cet embryon, malheureusement. Donc là, on comprend à quel point c'est super important d'avoir des stabilisants de l'ADN. Et les principaux stabilisants de l'ADN sont les groupes méthyles. Et ces groupes méthyles sont amenés par la vitamine B9 sous sa forme active et la vitamine B12 sous sa forme active. Seulement, si l'enzyme MTHFR fonctionne mal, eh ben, on n'arrive pas à avoir de la B9 active, on n'arrive pas à avoir de la B12 active, et donc on ne stabilise pas l'ADN. Raison pour laquelle on va doser
en fait, on va rechercher des mutations du gène MTHFR. Parce que ce gène MTHFR, soit il est normal, c'est ce qu'on appelle un génotype sauvage, normal, ancestral, quoi, le génotype qu'on a un peu depuis toujours, soit il est ce qu'on appelle muté. Et en fait, on a... Alors là, ça se complique. Je suis désolée, c'est un sujet compliqué. Je vous dis, ça va, la vie. Non, mais pour l'instant, c'était très simple déjà. Moi, vas-y, moi, j'arrive à suivre. Pour l'instant, c'est super intéressant. Étape par étape. Et en fait, donc, maintenant, mes patients, quand ils me posent des questions sur MTHFR, je vais leur dire, allez voir sur YouTube le live avec Baby. Au moins, tu l'as dit une fois. Comme ça. Voilà, c'est ça. Pareil, vous avez des questions, allez regarder la vidéo. Et donc, en fait, je disais, le gène MTHFR code pour l'enzyme MTHFR, c'est-à-dire que, en fait, un gène qui est muté, ça va diminuer l'efficacité de l'enzyme qui est reliée à ce gène. Donc, une mutation MTHFR pour le gène MTHFR va diminuer l'efficacité de l'enzyme MTHFR et va donc diminuer la transformation de l'acide folique inactif en acide folique actif, en quelque sorte. Et sur le gène MTHFR, il existe deux types de mutations. Il y en a une qui s'appelle la 677, 677. Et l'autre qui s'appelle... Alors, en plus, les mutations MTHFR, elles sont pas simples pour la Suisse parce que la 677, puis l'autre, c'est la 1298, 1298. Et pour nous, c'est déjà pas pénible. Donc, en fait, on a ces deux types de mutations. Et c'est ça la complexité, c'est que en fait, le gène peut être altéré par deux types de mutations. Et une mutation, elle peut porter sur une seule allèle. Dans ce cas-là, on l'appelle hétérozygote. Elle a moins d'impact. Ou elle peut porter sur les deux branches, en fait, les deux allèles et de l'ADN. Et donc, dans ce cas-là, on l'appelle homozygote et elle est super impactante. Donc, quand vous allez doser une mutation MTHFR, vous pouvez avoir deux résultats, en gros, enfin, trois résultats. Soit vous avez un sauvage, normal, tout va bien. Soit vous êtes hétérozygote, c'est-à-dire que il y a une mutation, mais sur un seul brin d'ADN, en fait. Soit vous avez un génotype homozygote. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que vous êtes muté sur les deux brins d'ADN et donc que cette mutation est super impactante et que probablement votre enzyme, elle rame totalement. Donc, plus la mutation est importante, plus il va falloir contourner le problème. Et en fait, pour finir le schéma hyper simple que je viens de vous exposer, quand on a une mutation, donc je vous ai dit, il y a deux types de mutations. 677, 1298, c'est les deux mutations qui existent. La 677, elle a un impact fort sur une molécule qui s'appelle l'homocystéine. Là, on arrive sur le sujet de l'homocystéine. Quand vous avez cette mutation, ça diminue l'efficacité de l'enzyme MTHFR. Et en fait, le fait que cette enzyme diminue en efficacité, ça va faire monter le taux d'une molécule qui est très toxique pour le corps, qui s'appelle l'homocystéine. Alors, l'homocystéine, jusqu'il n'y a pas longtemps, on n'en avait absolument rien à cirer en fertilité. Ça intéressait personne. Et puis, depuis 2018, 2019, on a commencé à avoir des études, notamment sur l'homocystéine et le risque de fausses couches, notamment. Et l'homocystéine et notamment tous les facteurs d'implantation, le risque d'échec d'implantation, et notamment l'homocystéine et les risques liés à la grossesse. Et on s'est aperçu qu'une élévation du taux d'homocystéine représente une grande quantité de risques pour la fertilité, mais aussi pour la grossesse. C'est-à-dire que l'homocystéine, on la dose pas aujourd'hui beaucoup. Et c'est presque un facteur qu'on devrait doser chez quasiment toutes les femmes qui vont avoir une grossesse ou chez quasiment toutes les femmes enceintes ou chez quasiment tous les couples en fait qui sont en situation d'infertilité, puisque simplement, déjà c'est un marqueur qui coûte pas très cher et en plus de ça, qui est le reflet finalement de notre capacité à stabiliser notre ADN en quelque sorte. Parce que comme je vous disais, si on est incapable finalement de méthyler notre vitamine B9, eh ben on va avoir un taux d'homocystéine qui monte. Et du coup, ce taux d'homocystéine qui monte, il est le marqueur de problème. En plus de ça, un taux d'homocystéine qui monte représente un risque qui est le risque de thrombose. Mais pas que de thrombose des jambes, par exemple. Parce que quand vous avez une thrombose des jambes, évidemment, vous le savez, parce que ça fait super mal, vous êtes hospitalisé. Donc une thrombose, pour faire simple, c'est un caillot. Voilà. Une thrombose, c'est un caillot, c'est-à-dire un sang qui va coaguler beaucoup plus vite et qui va boucher
des vaisseaux sanguins. Alors, quand ça bouche une veine, évidemment, c'est évident, hein, vous avez la jambe qui gonfle, ça va plus du tout, vous n'arrivez plus à marcher. Par contre, quand ça bouche un petit vaisseau de votre endomètre, ça, c'est complètement asymptomatique. Ça donne aucun symptôme. Par contre, ça peut perturber vraiment la vascularisation du placenta, en fait. Et ça peut perturber tous les schémas d'implantation. Et donc, du coup, il faut bien comprendre qu'un taux d'homocystéine qui monte représente des risques pour justement la capacité à diviser l'ADN et le développement de l'embryon, représente des risques au niveau de l'implantation et au niveau du sang, en fait, de la qualité de la vascularisation de l'endomètre et de ce qu'on va pouvoir transmettre au bébé en termes de nutriments, tout simplement. Donc, l'homocystéine, c'est quand même une valeur qui coûte pas grand-chose. Elle n'est pas remboursée dans tous les cas. Par exemple, l'homocystéine, en France, elle est remboursée quand vous avez des antécédents familiaux de problèmes. Après, ça coûte 10 €. Moi, j'ai eu l'ordonnance par mon généraliste. J'ai payé 10 € de ma poche. Franchement, voilà. Alors, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Donc, c'est le même prix qu'une vitamine D, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un facteur pour moi qui est tellement essentiel que, à mon avis, c'est dommage de passer à côté. Mais c'est vrai que quand on le demande aux médecins, souvent, parce que ancestralement, disons que sur les 15-20 dernières années, l'homocystéine, on l'utilisait juste pour estimer le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que finalement, si dans votre famille, il y avait beaucoup d'accidents vasculaires cérébrales ou d'infarctus du myocarde ou des choses comme ça, on pouvait aller vous doser l'homocystéine pour voir si vous aussi, vous aviez un risque cardiovasculaire. Mais aujourd'hui, ce dosage, il n'est plus associé que au risque cardiovasculaire, il est de plus en plus associé à l'infertilité. Et tenez-vous bien quand même, il faut savoir qu'il y a une étude récente qui a été faite en 2019 qui a montré que 89% des personnes en situation d'infertilité, hommes et femmes confondus, avaient des mutations MTHFR. Ça fait peur quand même. 90%. 89%. Autant dire quasiment tout le monde. Et quand on a une mutation MTHFR, prendre de l'acide folique ne sert à rien. Prendre de l'acide folique classique ne sert à rien si c'est pas méthylé. Prendre de la vitamine B12 classique ne sert à rien si c'est pas méthylé, parce que ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de méthyler correctement. Et au contraire, ça peut être nocif. Et au contraire, ça peut être nocif, parce que le problème, c'est que si on met de l'acide folique, si on donne de l'acide folique classique à une personne qui a une mutation MTHFR homozygote, par exemple, c'est-à-dire une grosse mutation MTHFR hyper impactante, la personne ne va pas être en capacité d'utiliser correctement cet acide folique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'acide folique ne va pas s'activer, donc on n'aura pas l'effet bénéfique des méthyles, des fameux groupes méthyles qui stabilisent l'ADN. Et en plus de ça, on va avoir une accumulation de folate dans la cellule. Et puis là, quand vous allez faire la prise de sang, votre médecin il va vous dire « Waouh, vous avez trop de folate, arrêtez d'en prendre, ça devient trop. » Mais c'est pas forcément que vous avez trop de folate, c'est que les folates que vous avez, vous n'êtes pas capable de les utiliser, en fait. Ils sont stockés. Ils sont stockés et ils deviennent nocifs. Et en fait, il y a même... Et c'est là que, au bout d'un moment, on comprend plus rien en fertilité parce que il y a même des études qui ont montré qu'une accumulation d'acide folique non utilisé, c'est-à-dire d'acide folique non actif, non méthylé, augmente le risque de diabète gestationnel. Alors là, on se dit, on se tire une balle parce qu'on n'a pas assez de folate. On augmente le risque de diabète gestationnel, on en a trop, on augmente le risque de diabète gestationnel. On se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est une incohérence totale. Et en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'activation de l'acide folique. C'est-à-dire que finalement... Ouais. Mais alors, pourquoi on ne donne pas à tout le monde de l'acide folique méthylé? Enfin, déjà actif. Pourquoi? Du coup, c'est dangereux ou pas? À l'inverse, de donner à tout le monde, de l'activer alors que finalement, tu n'en as pas besoin. En fait, si tu veux, quand tu fais le statut que, effectivement, plus de 89% des personnes en situation d'infertilité ont une mutation MTHFR, tu te dis, ok, donnons à tout le monde de la B12 méthylée et de la B9 méthylée, ce serait vachement plus simple. Seulement, il y a un problème. C'est que ça coûte aussi vachement plus cher. Eh ben oui, parce que sinon, ce serait pas drôle quand même. Non, en fait, ça coûte hyper plus cher. L'acide folique méthylé, c'est une molécule de base. Dans la formulation d'un complément alimentaire, elle coûte 500 fois plus cher qu'un acide folique classique. Et le consommateur, il n'y connaît rien. Non, mais c'est vrai, il faut se mettre parce que, bon, évidemment, si tu fais des recherches, mais moi, si j'étais pas dans la nutrition et que c'était pas une obsession de comprendre les choses,
acide folique classique, acide folique méthylé. Tu as même des personnes qui sont dans la nutrition qui connaissent pas la différence. Et donc, du coup, il faut bien se mettre dans cet état d'esprit de se dire, tu te mets à la place de la personne qui produit les compléments alimentaires, tu vas te dire, de toute façon, pourquoi j'irais mettre une molécule qui me coûte 500 fois plus? Ouais, il va la pareil. Donc, finalement, tu comprends que ça intéresse pas forcément les laboratoires d'aller mettre cette molécule spécifique. Après, tu as des laboratoires qui ont une conscience quand même et puis du coup qui veulent mettre tous les bons éléments dans leur complément alimentaire. Et dans ce cas-là, ils vont mettre souvent de l'acide folique méthylé, mais pour que ça fonctionne, il faut mettre aussi de la vitamine B12 méthylée. Et ça, c'est souvent l'erreur des compléments alimentaires, c'est que souvent on va retrouver par exemple un quadrifolique, qui est un acide folique méthylé, qui est un méthylfolate, et on regarde la vitamine B12 et c'est de la cyanocobalamine, donc de la vitamine B12 qui a aucun potentiel en fait. Et du coup, on se dit mais ils sont bêtes ou quoi? Parce que pourquoi ils mettent c'est vrai. Pourquoi ils mettent une molécule? Soit tu mets les deux, soit tu mets pas. Enfin, oui, je comprends. D'après ce que tu dis, enfin, là, ça se comprend très bien, quoi. Ça se comprend. Et c'est pour ça qu'il y a des genres d'aberrations aussi comme ça dans les formulations de compléments alimentaires, mais parce que déjà, ces données-là, elles sont relativement nouvelles. Donc, il y a toujours un petit laps de temps entre le moment où tout le monde comprend la donnée et où elle est finalement appliquée, mise en pratique, mise en place. Et aussi, souvent, dans toutes ces problématiques-là, on pense à la femme. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, la conception, c'est la femme. Je sais pas pourquoi il y a cette idée-là. C'est nous, c'est que nous, tu vois. Mais la conception, c'est la femme. Et on pense pas à l'homme. Mais la qualité et la stabilité de l'ADN de l'homme, du spermatozoïde, est tout aussi importante que celle de l'ovocyte. Et souvent, on va avoir le focus d'aller complémenter la femme en quadrifolique en se disant, parce qu'on a toujours cette idée que la vitamine B9, ça sert que à la fermeture du tube neural. Pas du tout. La vitamine B9, ça sert à stabiliser l'ADN et ça sert à tous les processus de conception du début jusqu'à la fin de la conception. C'est vraiment pas un truc limité à la fermeture du tube neural. C'est très très complexe. Et donc chez la femme évidemment c'est très très important, mais chez l'homme qu'on ne complémente jamais en vitamine B9, ou rarement, ou qu'on complémente ou qu'on complémente pas non plus en zinc ou en sélénium, on le complémente relativement peu en fait l'homme. Et ben finalement lui il porte quand même la moitié de l'ADN et donc la moitié du potentiel de développement de l'embryon. Et là, faut pas oublier du coup de le complémenter parce que il y a quand même là aussi des études et c'est pour ça moi j'aime bien regarder les études parce que je me dis c'est super intéressant ce qui est étudié. Personne n'en bénéficie, mais c'est super intéressant. Et en fait, il y a des études qui ont montré que les mutations MTHFR chez l'homme ou chez la femme, en fait, créent de grosses problématiques au niveau de l'ADN. Par exemple, une mutation MTHFR chez l'homme, elle a un impact sur la décondensation de l'ADN. C'est-à-dire qu'on sait que quand un homme est muté, son ADN est décondensé. Il est abîmé, en fait. Donc, l'ADN de ses spermatozoïdes est abîmé. Donc ça, c'est des études qui l'ont montré, mais aujourd'hui, on ne complémente toujours pas les hommes. Et chez la femme, il a été observé justement qu'on a beaucoup moins de chances de succès lors d'une FIV quand on a une mutation MTHFR. Et on a beaucoup plus d'échecs d'implantation quand on a ce type de mutation aussi. Donc, il faut vraiment se poser la question des mutations MTHFR et de l'homocystéine dans certains cadres très spécifiques. Quand on a des spermogrammes altérés, ça, il faut absolument aller doser ces facteurs. Quand on a des échecs d'implantation, alors quand je parle d'échecs d'implantation, logiquement, quand on a plus de 3 embryons transférés et que sur ces 3 embryons transférés, on n'a pas un seul qui se développe, qui donne des bêta-HCG et qui développe une grossesse, pour moi, on est déjà là dans l'échec d'implantation excessif. Et donc là, ça nécessite d'aller doser justement MTHFR, homocystéine. Donc échec d'implantation et effectivement, la règle... Développement de l'endomètre aussi peut-être. Défaut de développement de l'endomètre, parce que l'endomètre, effectivement, il se développe. Voilà. Il se développe par exemple, sur des caillots, du coup, il se développe moins bien, quoi. Voilà, les personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à faire grossir leur endomètre, parce que souvent, je vois des problématiques comme ça, là, on va rechercher ça. Ouais. Oui, ça se comprend par rapport à ce que tu dis. Ouais. Donc, et c'est vraiment dans ces indications qu'on doit aller rechercher les valeurs. Alors, pour l'homocystéine aussi, il y a quand même un piège dans le sens où la valeur de l'homocystéine, comme toujours en biologie,
il y a des valeurs larges, c'est-à-dire que la valeur de l'homocystéine classique, elle va de 7,5 à des fois 14 dans certains pays. Mais quand vous êtes à 14 en homocystéine, à part si vous êtes obèse, alcoolique et fumeur, c'est vraiment que vous n'allez pas bien, en gros. Hein. Donc, une homocystéine pour la conception, elle doit être chez l'homme et chez la femme en dessous de 10. Et ça, c'est super important de le comprendre, c'est que on veut pas juste être dans la norme, on va pas se contenter de la norme. La norme, c'est la norme pathologique. Si vous êtes en dehors de la norme, c'est que vous êtes malade, en gros. Je simplifie, hein, mais donc si vous avez une homocystéine à 20, c'est hautement problématique pour l'état de santé. Si vous avez une homocystéine à 12, vous êtes dans la norme, mais vous avez quand même une fertilité qui est très très diminuée et un ADN qui est potentiellement instable, et ça vous suffit complètement pour vivre tous les jours. Ça génère aucun problème de santé, mais par contre, dans des phases de division cellulaire intense, ça peut craquer. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la norme, c'est pas forcément la norme qu'on va avoir sur la feuille de laboratoire, c'est la norme qui est bonne pour votre objectif en fait. C'est ça, oui. Ouais, non, mais je comprends. Mais bon, faut-il encore la connaître, clairement. Alors, au niveau des questions, je pense que, parce que du coup... Oui, parce que fallait d'abord qu'on explique, parce que oui, là, je vois qu'on ne répond pas aux questions, mais oui, les filles, déjà, vous pouvez les mettre dans la boîte à questions, ça permettra d'éviter qu'on voie toutes les questions à la fin. Puis c'était important de déjà comprendre comment ça marche pour après pouvoir vous répondre. Voilà, donc là, c'était important quand même de tout bien expliquer. Mais je vais remonter les questions, vous inquiétez pas, les filles. Ok, tu peux les poser toi, les questions, Flavie? Ouais, moi, je peux remonter les questions. Bon, déjà, il y a beaucoup de questions sur, du coup, qu'est-ce qu'on prend il faut qu'il y ait écrit quoi exactement sur la boîte, ou, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aura écrit acide folique méthylé? C'est ça, et B12 méthylé, enfin, comment c'est... Si vous avez une boîte où il est simplement écrit acide folique, c'est que c'est pas de l'acide folique méthylé. Parce que en fait, comme je vous dis, cette molécule est tellement chère que quand on la met dans un complément alimentaire, en général, on l'écrit. Hein. Sinon, on n'est pas un argument de vente en quelque sorte. Donc, l'acide folique, soit vous allez le trouver sous le nom de méthylfolate, soit vous allez le trouver sous le nom d'un brevet, et le brevet sur l'acide folique s'appelle quatréfolique. Il y a une marque qui a déposé le nom de quatréfolique, qui est de l'acide folique méthylé. Donc, quand vous avez du quatréfolique, ça veut dire que vous avez de la B9 méthylée. Quand vous avez des méthylfolates, vous avez de la B9 méthylée. Ou quand vous avez du 5-MTHF, vous avez de l'acide folique méthylé aussi. Si vous avez juste acide folique ou vitamine B9, c'est pas le cas. C'est pas méthylé, ça va pas. Et encore une fois, pour que l'acide folique méthylé soit efficace, il faut avec de la B12 méthylée. La B12 méthylée, vous allez la trouver sous le nom de méthylcobalamine. Si vous trouvez de la cyanocobalamine ou de l'holotranscobalamine c'est pas méthylé. Il vous faut de la méthylcobalamine. Donc en fait, il faut ces deux choses ensemble. Quatréfolique ou méthylfolate ou 5-MTHF plus méthylcobalamine. Et en fait, il faut un dosage de méthylfolate au moins à 400 microgrammes, hein, la même chose que ce qu'on donnerait finalement d'acide folique. Oui. Et la méthylcobalamine, l'idée, c'est d'être au moins à 5 microgrammes, en gros. Donc, on doit vraiment suivre ces dosages-là. Alors, c'est vrai que nous, la gamme qu'on conseille, c'est une gamme qu'on a formulée, en fait, qui s'appelle Nutrine, avec les produits concept que tu connais, hein, Flavie. Oui, le concept que je prends moi-même, ouais. Voilà. Le concept 1 pour les femmes, le concept 2 pour les hommes, qui contiennent tous les deux de l'acide folique méthylé, évidemment du quatréfolique, et de la méthylcobalamine aussi. En fait, donc il faut vraiment aller sur ces deux molécules, et ça, c'est super, super important. Non, oui, ça, c'est ça. Parfait. Ouais, non, mais franchement, c'est super intéressant. Moi, j'adore. Je comprends que tu sois passionné par tout ça. Je trouve ça super intéressant de comprendre le pourquoi du comment et tout. Enfin, ouais, quand on entend ça, tu te dis, mais oui, enfin, ça paraît tellement logique, en fait. Et c'est ça. Et en fait, je pense que souvent en fertilité et comme dans plein d'autres problématiques de santé, le fond du problème, c'est qu'on n'a pas forcément la connaissance, et que même parfois, le médecin spécialisé n'a pas la connaissance, parce que ça reste de la nutrition, ça reste du petit mécanisme, mais c'est un mécanisme qui a un impact tellement majeur sur plein de systèmes liés à la fertilité que on peut pas le négliger, en fait. Hein. C'est ça.
Donc oui, donc il y en avait une qui disait du coup que voilà, si on arrive à fabriquer des embryons, c'est que tout va bien ou pas forcément. Bon, avec voilà la discussion, oui, on peut avoir des embryons, mais ils peuvent être cassés dedans. Voilà, comme tu as dit. En fait, voilà. La phase de division cellulaire d'un embryon, quand on parle de cette phase de division cellulaire super, super intense, évidemment, sur les premiers jours, la division cellulaire est très intense. Mais elle s'accélère en fait quand on augmente le nombre de cellules et donc quand l'embryon est in utero. C'est-à-dire que avoir un embryon à J5 ou à J6, c'est déjà un bon signe. S'il passe même pas le J5, là, on peut se dire, waouh, il y a vraiment une problématique de qualité de division cellulaire et on a un ADN qui est beaucoup trop fragilisé. Mais par contre, si on a un phénomène de fausse couche précoce, donc les fausses couches qui vont être avant 6-8 semaines d'aménorrhée, on doit se poser la question du potentiel de division de l'embryon. Sur une fausse couche plus tardive qui serait à 11-12 semaines d'aménorrhée, on n'est plus vraiment sur la même problématique parce que là, on a passé les phases les plus intenses de division cellulaire. Normalement, ça n'a plus à ce moment-là. Mais en fait, il faut bien se dire que l'embryon, c'est comme s'il avait des espèces de caps à passer en termes de rapidité. Et si sa division n'est pas suffisamment rapide, il va être éliminé. Il va s'arrêter, il va être éliminé. C'est un mécanisme aussi de sécurité. Parce que dans les 3 premiers mois de grossesse, l'embryon produit l'intégralité de ses organes à ce moment-là. Le 100% de l'organogénèse se produit dans les 3 premiers mois de grossesse. Donc, si un embryon n'a pas le rythme suffisant pour produire ses reins, son cœur, son foie, vous imaginez bien que cet embryon, il n'est pas viable. Et donc, du coup, la nature est bien faite, l'organisme arrête la division et tant mieux. Donc, dans ce cas, il faut pousser en fait le corps à avoir une division de meilleure qualité pour avoir effectivement des embryons qui ont une organogénèse optimale et qui passent vraiment tout ce cap de division. Donc, pour répondre à la question, d'avoir des embryons de bonne qualité à J5, J6, c'est déjà un bon facteur, mais c'est pas une garantie 100% d'avoir un super bon potentiel de division cellulaire s'il n'y a pas d'accroche ou s'il y a des fausses couches précoces, en fait. Et c'est pareil, donc par rapport à ce que tu as dit, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont rebondir sur ça, ça ne veut pas dire que si vos gynécos vous transfèrent des J2 ou des J3, c'est que c'est pas bien. Non, mais parce que voilà, c'est voilà, il y en a qui préfèrent les transférer à ces dates-là parce qu'ils considèrent que à l'intérieur de notre utérus, ça va mieux se développer que dans la boîte de pétri. Voilà, oui. Mais c'est vrai que voilà, certains gynécos aussi, eux, veulent pousser justement jusqu'à J5 pour justement essayer de sélectionner et voir ceux qui ont les meilleures chances. Mais voilà, il y a des fois, les J2 et les J3, ça marche les filles, d'accord? Petite parenthèse, je voudrais pas faire peur à certaines filles qui se disent j'ai que des J2, j'ai des J3, pourquoi? Non, mais parce que c'est une question qui revient beaucoup. Donc, mais ça peut expliquer justement pourquoi il y a des gynécos qui... C'est avec un J5 ou un J6. Par contre, quand on pousse les embryons à J5, J6, l'idée c'est aussi d'observer comment ils se développent. Parce qu'une fois qu'ils sont in utero, on n'en sait rien en réalité. On ne sait pas s'ils continuent leur développement ou non. Quand on les a in vitro, dans une boîte de pétri, on voit effectivement comment l'embryon se développe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi la phase J0, J3, c'est une phase qui dépend du potentiel de l'ovocyte. Et que la phase J3, J5, elle va beaucoup plus dépendre du potentiel du spermatozoïde. Donc, si on veut avoir une idée de comment tout se développe, quel est le potentiel à améliorer, c'est bien une fois pousser une FIV à J5 pour se dire ok améliorer au niveau du spermatozoïde ou aussi au niveau de l'ovocyte, parce que plein de fois avec Adva on a vu des couples où finalement il y avait beaucoup de bilans chez la femme, il y avait beaucoup d'investigations chez la femme et beaucoup d'interventions chez la femme, et puis finalement tous les embryons s'arrêtaient à J3, et puis nous on s'est dit non mais attendez, là votre mari amenez-le par là, faites-lui faire un petit programme et tout ça, et là ça a fonctionné parce qu'en fait on a commencé à inclure finalement cette partie qui manquait, la partie manquante qui posait aussi problème probablement. Donc c'est vrai qu'une FIV avec un développement embryonnaire jusqu'à J5, J6, ça permet d'observer et c'est quand même important. C'est un petit plus, voilà, il y a de la perte, mais du coup voilà, c'est un vrai plus. Ok. Bon, après, il y en a qui, je pense, n'ont pas eu le début du live, mais voilà, je le remettrai en replay, les filles. Du coup, il y en a une qui dit pareil, vu que le test n'est pas le test n'est pas utile si on est à 99% concerné. Donc, c'est 89%. Donc, on peut passer directement à la supplémentation. Oui, c'est ce qu'on disait. Dans ce cas-là, voilà, passer directement
Nous, à la chose méthylée. Stratégie depuis très longtemps dans les programmes de se dire mais finalement pourquoi on va aller complémenter quelqu'un en acide folique alors qu'on a 89% de chances que cette personne ait une mutation et que l'acide folique ne serve à rien. Donc on passe directement sur des compléments alimentaires de méga qualité avec ça coûte que des formes méthylées. Alors évidemment oui, il y a cette configuration de prix, mais en même temps souvent les personnes qui vont faire le choix de mettre des formes méthylées dans des compléments alimentaires, elles vont pas faire que ce choix-là. Souvent, elles vont faire le choix de pas mettre de nanoparticules, de mettre des formes de minéraux qui seront beaucoup mieux absorbées aussi. Donc, c'est un choix général, en fait, sur un complément alimentaire de faire quelque chose de qualité. Hein. Et du coup, quand on a déjà de l'acide folique qui est pas de qualité, le reste du complément, ça suit aussi. Hein. Souvent, on a des nanoparticules dedans et il vaut peut-être mieux rien prendre, honnêtement. Donc, ouais, je lis les questions en même temps. On n'a pas forcément besoin de faire le test, on peut tout simplement passer au complément alimentaire méthylé, avec des formes méthylées. C'est ça, au pire, ça ne fera pas de mal. Je lis, hein, parce que du coup, il y a eu de petits trucs. Ah, alors on a une bonne nouvelle, j'ai commencé concept 1 en août après 4 ans d'essai et 3 FIV. Je suis enceinte de 10 SA. Je pense que ça a contribué. Je prends 2 comprimés par jour. Quand dois-je arrêter? Alors en fait, non, il ne faut pas arrêter. Faut pas arrêter. On continue. En fait, le concept 1, c'est un complément qui est un complément de préconception, mais qui est aussi le complément qu'on poursuit pendant la grossesse, surtout sur les phases d'organogénèse, hein, surtout sur les phases embryonnaires. Un embryon, c'est jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, jusqu'à 12 semaines de grossesse. En fait, on parle d'embryon. Et du coup, pendant toute la phase embryonnaire, on va rester à 2 comprimés par jour en général de concept 1. Puis après, on pourra baisser si on veut ou poursuivre en fait à 2 comprimés par jour. Mais la complémentation, en fait, une fois qu'on est enceinte, c'est pas fini. Oui. Que le début se développe encore et encore et encore. Il se fabrique. En fait, hein, qui développe ses organes tous les jours, qui fait des divisions cellulaires hyper intenses. C'est pour ça qu'on est, on est cuite hein, quand on est enceinte, on est super crevé parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est puissant en fait. Hein. Et du coup, effectivement, il faut complémenter tout le long de la grossesse. Donc, on continue vraiment, si possible, pendant toute la grossesse. Et moi, je conseille même de le continuer pendant l'allaitement parce que pendant l'allaitement, il y a un statut de carence qui est énorme aussi. Hein, et là, on transmet beaucoup de minéraux, en fait. Hein. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Oui. Bon, alors, c'est pas, il y en a qui disent que pourquoi on répond pas aux questions. Mais on répond aux questions, les filles. Donc, mettez dans la boîte à questions. Il y a tellement de commentaires que, après, je pense qu'on fera comme la dernière fois, c'est-à-dire que, demain, vous remettrez une boîte à questions sur votre page. Tout à fait. Voilà, s'il y a des questions qui vous reviennent demain, des choses assez précises ou des questions auxquelles on n'aura pas répondu, demain, on met une boîte à questions et on répond tout. Et on mettra même en story qu'on garde. Vous aurez, voilà, en permanente, comme ça, vous aurez toutes les réponses aux questions. Et puis, alors... Oui, parce que... Oui. Parce qu'après, enfin voilà, pareil les filles, enfin on n'est pas, enfin il y en a qui posent des questions très perso, enfin on n'est pas sur une consultation aussi. À chaque fois, je suis obligée de le répéter, mais on est sur là un live d'information générale. Donc on donne des infos générales, mais si c'est pour une consultation perso, ça après c'est différent les filles. Là on peut pas répondre, enfin. On n'est pas gynéco, on n'est pas médecin. Enfin, là, moi, je regarde les questions qui sont très générales, quoi, parce que sinon, on va y passer la soirée. Le but du live, c'est de faire de l'information et pas que ça dure toute la soirée, les filles. Je suis désolée. Donc, alors, dans la boîte à questions, 3 questions. Où peut-on vous consulter? Ah, bon, bah, tu vois, il y en a qui veulent. Comment on vous contacte, les filles? On a un site qui s'appelle fertile-in.com. fertile-in.com. Et le meilleur moyen de nous contacter, c'est qu'on a des super filles qui sont des conseillères d'orientation aussi, qui sont là. En fait, on fait des appels d'orientation qui sont des appels offerts, où vous pouvez prendre rendez-vous et appeler justement nos conseillères qui sont soit des professionnels de santé, soit des personnes qui ont fait les programmes, qui ont réussi en fait avec nos programmes et qui ont vécu donc dans le programme. Donc c'est vrai que en fonction de votre profil, si vous avez envie de parler plus avec quelqu'un qui a été dans le fond du programme, bah, ça peut être intéressant, ou avec une professionnelle qui accompagne les personnes dans les programmes, bah, ça peut être aussi intéressant. Donc à vous de voir. Et on a aussi Daniela qui a fait les deux, c'est-à-dire qui est professionnelle de santé et qui a aussi fait le programme. Donc comme ça, elle coche les deux cases.
Et donc, sur notre site, vous pouvez réserver des appels d'orientation, vous pouvez découvrir nos programmes. Et on a effectivement deux types de programmes, des programmes qui se font en autonomie et des programmes qui se font avec accompagnement, que tu connais, Flavie, du coup. Et donc, voilà, on a ces deux modules et ces deux types de programmes que vous pouvez découvrir dans les appels d'orientation, et les filles vous expliquent exactement comment ça marche, justement, au niveau des programmes. Nous, on peut vous l'expliquer, mais en 5 minutes, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment voir déjà si votre situation, elle est corrélée à ce qu'on peut faire, nous, dans les programmes. Ça, c'est vraiment important, et les filles, elles connaissent bien tout ça. Et c'est vrai que ça demande quand même des changements, un investissement. Tu le sais, Flavie, tu en parles souvent. Oui. L'orientation, c'est aussi de voir aussi votre motivation, parce que c'est pas juste, c'est pas une pilule magique, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est des choses assez complexes. On se base sur un algorithme, comme disait Virginie, donc on va vraiment scanner tout votre terrain et vous donner des recommandations pour mettre en place des processus pour améliorer tous les processus, en fait, que ce soit la méthylation. Alors là, c'est quelque chose qu'on peut améliorer avec un complément alimentaire, mais il y a d'autres processus on doit passer par la nutrition, par le mode de vie, et c'est tout ça qu'on va voir, parce que la fertilité, c'est pas que un processus, c'est de multiples processus, une complexité de processus. Et souvent c'est le tout qui amène une amélioration, c'est-à-dire qu'on va améliorer tous les processus pour avoir vraiment un effet levier. Et puis c'est vrai que voilà, nous on a vraiment à cœur d'avoir dans nos programmes des personnes qui sont investies, qui mettent en place les choses, parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on a un taux de succès qui est hyper élevé comme ça, parce que sur certains types d'accompagnement, on a un taux de succès qui est quasiment à 100% quand même. Mais ce taux de succès-là, il n'est pas en lien que avec ce que nous on fait, il est en lien avec que chacun fait du programme. Que nous on fait du programme. Hein. On est hyper relou, tu vois, quand t'appliques pas un truc, on va te... Non, mais hyper motivante aussi. Enfin, non, moi j'adore l'accompagnement. D'ailleurs, on sait demain matin au téléphone. Mais voilà, à fond. C'est vrai que voilà, c'est toute l'idée de l'accompagnement, c'est-à-dire que à partir du moment où une personne investit dans un accompagnement, nous aussi, on s'investit énormément pour que ça fonctionne, et c'est une équipe, quoi. C'est vraiment une équipe, et c'est pour ça qu'on veut vraiment s'assurer au préalable que les personnes aient un niveau de motivation suffisant. Ça, c'est très important, et c'est vraiment l'objectif fait des appels d'orientation. Et même si vous n'habitez pas en France, en fait, nous, on fait tout online. Hein. Donc, les programmes sont online et les accompagnements sont online aussi. Donc très souvent on vous voit en vidéo, on voit pas souvent les gens en réel, mais on vous aime bien en vidéo aussi. Donc voilà. Merci la technique. C'est ça. Alors il y avait d'autres questions intéressantes. Alors, une fois l'homocystéine qui est normalisée par un complément alimentaire, est-ce que on doit retester régulièrement l'homocystéine, par exemple après chaque FIV, ou c'est pas nécessaire? Alors normalement c'est pas nécessaire. Si on l'a dosé normalisé une fois, voire 2 fois, on est plutôt ok. Mais l'homocystéine peut varier. Donc elle va varier quand on met le complément alimentaire en place. Effectivement, elle va se normaliser. Mais par exemple sur une situation de stress chronique, l'homocystéine peut monter. Sur une FIV mal gérée au niveau du stress physiologique aussi, hein, parce que quand on augmente la quantité d'hormones, ça peut créer un stress pour le corps. On peut avoir une homocystéine qui monte. Donc moi je pense que dans un parcours de PMA, c'est pas mal de doser 2-3 fois une homocystéine quand même, de la redoser pour être sûr qu'elle soit normalisée. Pour moi, normalisée, c'est en dessous de 10, ça c'est sûr. Et idéalement plutôt proche de 8-9 en fait, plutôt même proche de 8. Ça c'est vraiment le taux idéal en fait d'homocystéine. Et je voyais une question aussi d'une personne qui demandait si on a une homocystéine en dessous de 10, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de mutation? Alors absolument pas, ça veut absolument pas dire ça. Une homocystéine en dessous de 10, ça veut dire qu'on n'a pas de mutation qui s'exprime sur l'homocystéine. Par contre, je vous ai parlé de 2 mutations. Il y a la 677 qui s'exprime sur l'homocystéine, qui fait varier les taux d'homocystéine la plupart du temps. Et il y a une autre mutation qui est la 1298 qui ne fait pas varier l'homocystéine, mais qui augmente le risque de fausse couche et d'échec d'implant. Et donc, du coup, cette mutation-là, elle est silencieuse sur l'homocystéine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une homocystéine tout à fait normale avec une mutation qui a un impact quand même sur les fausses couches et pour laquelle il faut quand même complémenter. Voilà. Je sais pas si c'est clair et si ça répond, mais c'est ça qu'il faut doser les 2 mutations et pas prendre en compte que l'homocystéine non plus. Mais l'homocystéine, c'est déjà une valeur intéressante quand même. Oui, d'accord.
Désolée, je suis à fond sur les questions là. Parce qu'il y en a qui sont très pertinentes. Il y en a une donc qui dit que bah en fait elle a pas du tout. Alors, elle est enceinte là de 6 semaines. Du coup, est-ce que c'est trop tard pour commencer? Non, bah évidemment non. Il n'est jamais trop tard pour. Hein. C'est jamais trop tard, mais par contre, ce sera le concept 1. Parce que le produit de grossesse, c'est vraiment le concept 1. Le concept 2, c'est plutôt pour l'homme ou pour les situations d'insuffisance ovarienne en dehors de la grossesse et en dehors des protocoles de PMA. Donc, c'est plutôt concept 1, effectivement, le général. Et non, il est jamais trop tard pour commencer, en fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, même dans les compléments de grossesse, c'est très dur de trouver des compléments de qualité. Donc, nous, pendant la grossesse, on continue à conseiller effectivement le concept 1. Tout à fait. Tout à fait. Bon, je pense que dans les questions générales, je pense avoir fait le tour dans les questions générales, les filles, pas personnelles. Voilà. Comme on disait, on mettra une boîte à questions et on pourra vous répondre plus spécifiquement quand ça reste, quand on peut y répondre, quand c'est pas trop spécifique, parce qu'il y a certaines questions auxquelles, bah, si on n'a pas toutes les données, c'est un peu difficile de vous répondre de manière juste. Oui, tout à fait. Donc ouais, là on a fait le tour des questions, on va dire, voilà, pour comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Après vraiment le but des lives, donc là avec donc Adva et Virginie, donc de chez Fertine, on se voit tous les jeudis de chaque mois pour parler. Tous les premiers. Tous les premiers jeudis de chaque mois. C'est la fatigue. Pas comme tous les jeudis, mais peut-être plus tard. Voilà. Et du coup, ça permet vraiment, voilà, d'aborder des questions en fait comme ça, où c'est super intéressant de comprendre comment notre corps fonctionne. Voilà, quels sont des petits points peut-être qu'il faut se renseigner, qu'il faut pourquoi pas demander à votre gynéco, tout ça. Enfin voilà, c'est ça reste des lives voilà pour discuter de ce sujet, mais après ce n'est pas une consultation, donc on peut pas on peut pas malheureusement vous faire des trucs vraiment très personnalisés les filles, sinon on pourrait passer la semaine. Donc après je vous invite à vous rapprocher d'Adva et de Virginie si vous voulez en savoir plus sur le sujet. C'est justement l'avantage de faire ces petits lives, c'est que je vous les fais découvrir. Voilà, vous voyez qu'elles sont super sympas. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, petite boîte à questions demain, ça peut être sympa du coup. Ouais, demain, et puis le prochain live, on abordera le sujet de la vitamine D. Et ouais, un gros sujet aussi. Ouais. Hein oui. Donc voilà. Et un des gros sujets oubliés. Donc voilà, on se réjouit. Et puis donc demain, une boîte à questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur nos programmes, vous avez vraiment la possibilité de booker vos appels d'orientation sur notre site. Ce sont des appels gratuits. Les filles sont là pour vous orienter, pour vous expliquer comment ça marche. Elles sont très très informées. Et on a aussi quand même, vous pouvez aussi passer avant sur YouTube où on a plein d'informations gratuites sur tout. Et si vous avez des informations qu'il n'y a pas, ça peut nous donner des idées pour des prochaines capsules parce qu'on est toujours en train de produire. Donc si vous voulez par exemple aborder un thème spécifique outre ce qu'on aborde avec Flavie, on fera une petite capsule, ça c'est sympa. Donc passez sur le YouTube et ensuite aux appels d'orientation, comme ça vous aurez déjà une idée de comment ça se passe. Oui, avoir plein d'infos, c'est vrai que entre votre compte Insta et YouTube, il y a déjà énormément d'infos, donc on essaye en fait toutes les informations qui sont générales, justement qui peuvent marcher pour tout le monde. On essaye de les donner gratuitement et puis vraiment ouvertes. Après, c'est juste les informations qui sont spécifiques. Enfin, c'est pas des informations personnelles. En fait, le repérage des profils, les recommandations qui sont personnelles au profil de telle ou telle ou telle personne. Ça, malheureusement, on n'arrive pas à le faire sans algorithme. Déjà, nous-mêmes, en consultation, on a du mal à l'établir concrètement. Et donc, du coup, ça passe par les algorithmes et ça passe par les programmes. Mais il y a énormément déjà de contenu général qui peut vous aider sur notre site, sur le blog ou sur notre chaîne YouTube. Effectivement. Franchement, merci les filles. Moi, c'était trop passionnant. J'ai adoré. Tous à toi, Flavie. Et puis, c'est chouette. On se retrouve sur le prochain live. Et puis voilà. Du coup, ça sera le 6 janvier, donc ça sera l'année prochaine. On vous souhaite, on peut le dire, c'est décembre, donc on souhaite une bonne fin d'année. Exact, de belles fêtes. Prenez soin de vous et de vos futurs vous. Et voilà, c'est notre but. Et on va.
Bon, bah super. Et bah bonne soirée à tout le monde. À l'année prochaine. Allez, bonne soirée les filles.